Attentat meurtrier hier soir à Bamako, le restaurant La Terrasse situé au quartier Hippodrome a fait l'objet d'attaques par des hommes armés non encore identifiés. Bilan 5 morts et de nombreux blessés. Le président de la République s'est rendu sur les lieux après avoir présidé un conseil extraordinaire de défense. Un seul titre pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Donc, Bamako n'a pas dormi. Hier soir, le bar-restaurant La Terrasse, situé sur la rue Princesse au quartier Hippodrome en commune 1 du district de Bamako, a fait l'objet d'attaques vers minuit par des hommes armés non encore identifiés. L'attaque a été meurtrière. Elle a fait 5. Voilà, des images de la visite du président de la République sur les lieux de l'attentat contre le bar-restaurant La Terrasse situé à l'hippodrome en commune 1 du district de Bamako. Le président de la République, avant de se rendre sur les lieux, a présidé, le président de la République, donc chef suprême des armées, avant de se rendre sur ces lieux, les lieux de l'attentat, a présidé un conseil extraordinaire de défense. Au cours de ce conseil, il a été question du renforcement des mesures de sécurité après ce que Bamako vient de vivre. Voilà, le président de la République, chef suprême des armées, entouré du Premier ministre, des chefs militaires. Le Premier ministre Modibo Keïta, à la demande du président de la République, s'est lui aussi rendu dans 2 hôpitaux de la capitale pour apporter la compassion du gouvernement et de la nation aux blessés. Le chef du gouvernement s'est rendu successivement à l'hôpital Gabriel Touré et à l'hôpital du Mali. Le Premier ministre Modibo Keïta, chef du gouvernement, a qualifié l'attentat d'acte odieux, crapuleux. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Une violence s'est exprimée hier soir dans un des quartiers de la ville de Bamako. Et le bilan, vous le savez, il est très lourd. 5 personnes ont perdu la vie, 5 autres ont été blessées. Et parmi les disparus, nous avons 3 Maliens et 2 expatriés. Il en est de même pour les blessés, qui sont au nombre de 5. Nous avons vu également bien qu'il y avait une espèce de psychose, de panique. Et en compagnie de M. le Président de la République, nous avons visité ces malades pour leur témoigner la solidarité du peuple du Mali, pour exprimer notre désapprobation de cette rupture, de cette expression brutale, un caractère presque inhumain. Vous comprenez que nous devons en tout premier lieu nous incliner sur la mémoire des disparus, de toutes les victimes innocentes, celles qui sont maliennes et celles qui sont d'ailleurs. Nous exprimons nos condoléances les plus attristées à leurs familles et pour les étrangers à leur pays, parce qu'ils étaient en mission pour le service du Mali. Pour tous les blessés, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Quand M. le Président de la République a visité le site, alors c'était presque inimaginable. Mais ceci est un appel à l'ensemble de la population malienne pour qu'il y ait une manifestation de solidarité, pour qu'il y ait un renforcement de la cohésion nationale autour des objectifs de paix, autour des objectifs de cohésion sociale.
Et vous savez que ce qui est important, c'est aussi la contribution de la population. Elle est invitée à se joindre aux forces de l'ordre pour pouvoir démasquer tous les fauteurs de troubles, tous ceux qui n'ont d'autre dessein que de s'aimer la terreur pour des besoins spécifiquement personnels. En tout cas, le président de la République, en accomplissant un tel geste, a donné encore la preuve qu'il n'est plus rien au-dessus des Maliens et que ceci est extrêmement important. Et bien qu'une âme qui souffre, c'est une âme qui souffre pour tout le monde et pour tous les Maliens. En tout cas, nous nous sommes engagés à cela, nous avons exprimé notre solidarité et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les Maliens comprennent qu'il n'y a rien au-dessus de la paix, qu'ils ne doivent absolument pas se laisser distraire, qu'ils ne doivent jamais, si vous voulez, s'inscrire dans la confrontation. Seul le dialogue nous permettra de remporter de plus grandes victoires. Aussitôt, le gouvernement du Mali a ouvert une enquête pour identifier les assaillants et apporter la réponse à hauteur de l'acte. Au micro de Bourama Traoré, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala-Maïga, revient sur cet événement tragique et rassure les populations en les appelant aussi à la collaboration avec les forces de sécurité. Notre pays, qui se trouve dans une phase difficile, doit plus que jamais compter sur la compréhension et la collaboration de tous ses citoyens. Quelle que soit la vigilance et l'engagement des forces de sécurité, elles ont besoin, pour accomplir leur mission, du soutien et de la collaboration de la population. Personne ne peut pas mettre des policiers à tous les coins, mais les populations maliennes existent à tous les coins. Et donc, le gouvernement souhaite vivement que tous les Maliens se considèrent comme des soldats au front. Et quand on est au front, on se bat avec les armes, mais aussi les renseignements. La collecte des informations est essentielle pour que nos forces de sécurité puissent accomplir leur mission. Ça, c'est un message important que nous souhaitons faire passer auprès de nos concitoyens. Nos forces de sécurité continuent leurs enquêtes. Vous me permettrez de ne pas en dire plus à ce stade, en espérant que dans les jours à venir, la vérité fera jour. La ville de Gao, nous l'avons appris cet après-midi, la ville de Gao a également été la cible cet après-midi d'un attentat qui a visé la police nationale de Gao. C'était aux environs de 15 heures. Une bombe placée derrière le mur du poste de sécurité du marché a explosé et les déflagrations ont fait un gros trou dans le mur et projeté un banc métallique à plus de 40 mètres. Les témoignages des habitants ainsi que celui du commissaire principal de la police du commissariat de Gao sont au micro de Drissa Akone. Attention, certaines images peuvent choquer. Ils ont commencé à venir, ils sont en moto Jakarta. Donc là, ils sont en vitesse. Bon, ils sont tombés là-bas. Bon, quand ils ont tombé, ils sont levés, ils sont en train de se faire comme ça. Donc, ils sont marchés un peu. Lorsqu'ils sont marchés, en 30 minutes, ils ont jeté les bombes. Lorsque les bombes ont explosé, il y a un policier qui est sorti. Lorsqu'il est sorti, il est venu un peu. Donc les gens se ramassent tout vert et regardent. Ouais, c'est ça. Il frappe avec des bâtons et du sable. Avec l'essence. Et l'essence. Ce matin, aux environs de 15h, des individus sont rentrés dans la cour de la compagnie malienne de la navigation pour placer un engin explosif à côté du mur qui sépare cette compagnie de navigation au poste de sécurité du marché. Après le forfait, quand l'engin explosif a explosé, au cours de leur fuite, ils ont été aperçus par des jeunes
Donc c'est en ce moment qu'ils ont été pourchassés par les jeunes, lynchés et brûlés. Là où l'engin explosif a été placé, c'est à côté de ces murs que les policiers également s'asseyent, sous les hangars. Mais heureusement, au moment quand même de l'acte, le chef de poste et ses éléments étaient à l'intérieur du poste. Donc nous demandons à la population de rester quand même vigilante et à notre niveau également, les dispositifs sécuritaires seront renforcés. Attentat donc déjoué à Gao. 2 individus qui étaient sur une moto Jakarta voulant prendre la fuite ont été rattrapés par la population et brûlés vifs. Suite à cet attentat, nous avons reçu plusieurs messages de condamnation, ceux de l'UMRDA, du PDS, du PCR, du PARENA, des forces alternatives pour le changement de Phare Ankawili, du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, du Bureau national des jeunes de l'UMRDA, du MIRIA, du Parti Yelema, de l'ADEMA PASJ, de l'ADP Maliba, de l'URD, de M+ Ramata, les Partis unis pour la République, du MPR, de la plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali, de l'association Le Mali d'abord, de l'AMDH et de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali. Suite aux événements tragiques qui ont endeuillé Bamako dans la nuit du 6 au 7 mars, la nuit de Nientasso, initialement prévue ce soir même, est reportée à une date ultérieure. Madame Diallo Hadja Soumano présente ses condoléances au président de la République du Mali, au gouvernement de la République, aux familles des victimes et singulièrement au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, souhaite prompt rétablissement aux blessés. Voilà ce que nous pouvons dire ce soir sur cet attentat intervenu hier soir ici à Bamako, le bar-restaurant La Terrasse situé en commune 2 du district de Bamako. Les victimes de l'occupation des islamistes et des groupes armés de la région de Tombouctou portent plainte. Les initiateurs disent avoir à leur possession des preuves tangibles contre des 15 présumés auteurs des crimes commis durant l'occupation. Ils se sont donc constitués en partie civile pour défendre les victimes qui sont au nombre de 33. Ils l'ont dit au cours d'une conférence de presse. C'était au siège de la Commission nationale des droits de l'homme ici à Bamako. Était présent notre reporter Boubacar Sissoko. Les victimes de l'occupation des islamistes et des groupes armés à Tombouctou sortent de leurs réserves et portent plainte. Elles sont au total 33 victimes et cette association a porté plainte contre 15 auteurs présumés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Cette plainte est un message fort que nous voulons adresser non seulement aux autorités politiques et judiciaires du Mali, mais aussi à vous de la presse, pour que vous soyez un relais et que cette plainte puisse être vraiment une effectivité, une réalité dans la lutte contre l'impunité. Les victimes de toutes sortes de crimes sexuels, tortures ont été interrogées sur le terrain par une mission conjointe menée par l'Association malienne des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme. La ville a été particulièrement traumatisée par cette occupation et l'application de ces lois, doublement avec la destruction des mausolées, des manuscrits et du patrimoine culturel qui, comme vous le savez aussi bien que moi, est un peu le cœur de la cité mystérieuse de Tombouctou depuis des générations et s'est attaqué aussi bien aux chairs que à la religion, à l'individu et à l'identité des habitants de Tombouctou. Les initiateurs de cette conférence de presse soutiennent qu'ils disposent des preuves tangibles contre les 15 présumés auteurs des crimes perpétrés dans la région de Tombouctou durant l'occupation. Il reste maintenant à la justice malienne de se mettre au travail pour mettre les victimes dans leurs droits, ont-ils conclu.
La convention des partis politiques de la majorité présidentielle se réjouit de l'accord paraphé à Alger le 1er mars dernier par le gouvernement. Sous l'égide de la communauté internationale, ils l'ont fait savoir. C'était au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako. Était présent Lamine Keita. D'entrée de jeu, le président de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle a condamné l'attentat d'hier soir de Bamako. Il a aussi souhaité joyeux anniversaire à toutes les femmes du Mali qui célèbrent demain 8 mars la journée internationale qui leur est dédiée. Concernant le projet d'accord d'Alger du 1er mars dernier, il a été salué par les partis de la majorité présidentielle car l'essentiel a été sauvé selon eux. Après examen de ce document, nous avons relevé que l'acquis fondamental est préservé, c'est-à-dire l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'État, sa forme laïque et sa forme républicaine et son caractère laïque. Donc, pour nous, l'essentiel a été acquis. C'est un accord. Et un accord, toujours, il y aura à redire. Il faut qu'on l'entende, c'est une œuvre humaine, c'est un texte. Mais, pour l'ensemble de la majorité, l'effort est louable, l'effort est salutaire, doit être salué, parce que nous sommes une majorité autour d'un président de la République. Et ce président de la République a instruit un gouvernement dans le sens de la recherche de la paix. Pour les membres de la majorité présidentielle, même si cet accord n'est pas parfait, il permet d'asseoir la base de la paix, gage de développement. C'est vrai qu'il y a des choses là-dedans, probablement que vous ne souhaitez pas voir là-dedans, mais c'est ça aussi la négociation. Quand on négocie avec les gens, nous sommes obligés de faire, des efforts et d'essayer en tout cas de se comprendre, d'essayer de se faire des concessions. Donc c'est ça que le gouvernement du Mali a fait, parce que pour nous, Maliens, la paix n'a pas de prix. Les membres de la majorité présidentielle ont invité les hommes des médias à distiller la bonne information afin que cet accord soit bien compris par la population malienne. Ils comptent entreprendre bientôt une tournée d'information et de sensibilisation sur le projet dans toutes les régions du Mali. Les femmes policières de la MINUSMA ont remis des dons à 2 structures vulnérables, à savoir le centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes de Bolé et la pouponnière de Bamako-Koura, un geste qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Un élan de solidarité qui a été très apprécié par les bénéficiaires qui ont remercié les femmes policières de la MINUSMA que nous voyons sur ces images. En deuxième région, le chef d'état-major général des armées de la République tchèque a rendu une visite au contingent tchèque au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro dans le cadre de la mission de formation de l'ETM. Le général Paval a manifesté sa satisfaction de l'implication des soldats de son pays dans l'exécution de la mission commune aux différentes nations évoluant dans l'ETM. Ousmane Koïta, compte rendu. Foulant le sol du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, le chef d'état-major général des armées de la République tchèque est venu s'enquérir des conditions de travail et de vie du contingent tchèque à Koulikoro. Pour les visiteurs du jour, cette visite vient renforcer le moral des soldats. Je suis venu rendre visite au contingent tchèque en assistance à l'armée malienne dans le cadre de la mission de formation de l'EITM au Mali. Je vois la contribution de mon pays dans la sécurité malienne comme ma contribution dans la sécurité de mon propre pays. Cette visite du général d'armée Petr Pavel s'est déroulée dans la pure tradition militaire. Piquet d'honneur, sabre au clair et honneur militaire ont meublé la visite. Pour le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi, les visites de César viennent renforcer la solidarité entre le Mali et la République tchèque. Ça nous réconforte que nous ayons chaque fois la visite de ces hautes autorités pour nous galvaniser dans tout ce que nous faisons. Avant de prendre congé de ces soldats, le général Petr Pavel s'est soumis à la signature du livre d'or. Le ministre
ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a procédé avec son homologue luxembourgeois à la signature du 3e programme indicatif de coopération entre le Mali et le Luxembourg pour la période 2015-2019. Ce pays, qui consacre 1% de son PIB à l'aide au développement, accordé au Mali une enveloppe financière de 36 milliards de francs CFA pour des secteurs touchant au développement humain. Le ministre des Affaires étrangères a remercié son homologue pour le maintien du niveau d'engagement de son gouvernement malgré le contexte de crise économique mondiale. Fatim Diallo depuis Bruxelles. Les relations de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg se sont rapidement développées au point où le Mali peut être considéré comme un des partenaires privilégiés du Luxembourg. Cette belle histoire de succès a été réaffirmée aujourd'hui à travers la signature d'un 3e programme de coopération couvrant la période 2015-2019 pour une enveloppe financière de 36 milliards de francs CFA. Les choix des secteurs de concentration qui sont parfaitement alignés sur la vision et les priorités du gouvernement concernent le développement rural et la sécurité alimentaire, la formation et l'insertion professionnelle, la décentralisation et la bonne gouvernance dans les régions de Ségou, Sigasso, Kidal et Gao. Le 3e PIC entend apporter également un soutien aux efforts de l'enseignement supérieur à travers un partenariat entre l'Université du Luxembourg et celui de Bamako dans les domaines du droit et de l'économie. Le ministre Abdoulaye Diop, en marge de la signature, a rencontré les représentants des ONG luxembourgeoises qui interviennent dans notre pays. Les échanges ont porté sur des préoccupations et les opportunités de part et d'autre. Le ministre Abdoulaye Diop leur a exprimé la reconnaissance du gouvernement et du peuple malien pour le rôle important qu'ils ont joué pendant la crise et qui continuent de jouer pour le bien-être des populations maliennes. Demain, 8 mars, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célébrera la Journée internationale des droits de la femme, communément appelée Journée internationale de la femme. Et pour cette 21e édition, le thème retenu est la croissance économique et autonomisation des femmes, engagement inclusif pour un Mali sécurité, stable et émergent. Il se situe dans la période consacrée à la campagne Le genre, mon agenda. À cette occasion, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille nous livre son message. Elle est au micro de Inaba. La Journée internationale de la femme est l'occasion, d'une part, de dresser un bilan des progrès réalisés en faveur de l'épanouissement et de l'émergence de la femme. D'autre part, d'appeler à des changements tout en célébrant les actes de courage et de détermination des femmes. Ce thème vise à souligner combien l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes, la pleine jouissance de leurs droits humains et l'éradication de la pauvreté sont essentiels au développement économique et social de tout pays. 2015 est une année décisive. En effet, l'Union africaine l'a déclarée année de l'autonomisation des femmes et du développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063 dans le cadre de la décennie de la femme africaine 2010-2020. Elle marque également le 20e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing, ainsi que le 15e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et la fin des délibérations sur le programme de développement post-2015. C'est pour dire que notre détermination pour un engagement inclusif est juste et noble. Donnons-nous la main pour avoir, Inch'Allah, un Mali sécurisé, stable et émergent. La Journée internationale de la femme, c'est le 8 mars de chaque année pour cette édition. Le thème est autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité. Imaginez, occasion pour la rédaction de faire un focus sur quelques femmes qui se démarquent du lot. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre de Sidibé Aïssata Kone et Kone Mahawa Bamba, respectivement directeur général de Coris Bank et de la Banque commerciale du Sahel.
elles sont seulement 3 femmes à occuper ce poste de responsabilité au Mali. On a oublié de parler de Touré Koumba Sidibé, qui est la directrice générale de Ecobank Mali. Qui sont-elles? Comment s'organisent-elles pour concilier cette vie professionnelle aussi dense que contraignante à leur vie de famille? Nyanya Aliou Traoré nous les présente. Le Mali compte aujourd'hui plus de 10 structures bancaires. S'il y a un fait qui bouscule les normes dans ce domaine, c'est bien la présence des femmes au poste de décision. Elles ne sont que 3 dans tout le pays à être à la tête d'une banque. Je suis Mme Sidibé Aïssata Kone, directeur général de Corisbank Mali depuis juin 2014. J'ai 41 ans. Madame Sidibé Aïssata Kone n'est pas une inconnue du milieu. Après ses études supérieures en France puis aux États-Unis, elle revient participer au développement de son pays. J'ai d'abord commencé la télécommunication. J'ai travaillé pendant 1 an comme analyste financier au sein de l'entreprise de télécommunications aux États-Unis avant de commencer à la banque en 1999. Donc je pense que ça a été un jeu de hasard. Je voulais rentrer au pays. Et à l'époque, une institution de la place recrutait. J'ai été recrutée en tant que cadre des opérations. Ce bourreau du travail pense qu'il faut plutôt juger les femmes selon leurs compétences professionnelles et non pas à travers leur statut de femme. On ne recrute pas parce que nous sommes femmes, on nous recrute parce que nous sommes compétentes. En tant que femme, nous essayons toujours d'avoir un équilibre entre les 2 vies, entre la vie professionnelle et la vie familiale. Donc quand nous rentrons à la maison, nous enlevons cette casquette de femme d'entreprise pour porter la casquette de femme au foyer, d'épouse et de mère. Mais également, quand il faut souligner qu'il faut quand même avoir le soutien de son conjoint. Et donc, je pense que dans mon cas, j'ai vraiment reçu ce soutien-là qui m'a permis d'évoluer librement et d'atteindre les objectifs que je me suis fixés dans la vie. Madame Sidibé est mère de 3 enfants et l'une de ses filles veut déjà marcher sur les traces de maman. J'ai 2 filles, donc il y en a une qui va être comme maman, mais une qui va être médecin. Pur produit de la Banque commerciale du Sahel, BCS, notre 2e Amazon a gravi tous les échelons de l'établissement financier pour être là où elle est aujourd'hui. Je suis Mme Kone Mahawa Bamba, j'ai 45 ans, mariée, mère de 3 enfants. Je suis actuellement la directrice générale adjointe de la Banque commerciale du Sahel. Madame Kone Mahawa Bamba offre une place de choix aux femmes dans sa banque. Les femmes sont toujours minoritaires dans les instances de décision. Mais dans le cas spécifique de la BCS, il faut reconnaître que les femmes occupent des postes de responsabilité. Par exemple, je prends les agences de Bamako au niveau de la BCS. Toutes les agences sont pilotées par les femmes. Et c'est une politique que vous avez développée? C'est mon souhait en tant que femme. C'est mon souhait. Mais on ne le fait pas au détriment des hommes. Très rigoureuse au travail, ses collègues, hommes comme femmes, témoignent. J'avoue qu'elle est à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Et elle fait la fierté des femmes de la BCS. Et quand vous observez, nous sommes vraiment assez nombreuses ici. C'est en grande partie à cause d'elle. Épouse et mère, Madame Kone doit son ascension grâce au soutien de son époux. À la maison, elle troque son habit de patronne contre celle d'une épouse, prête à être aux petits soins pour Monsieur Kone. Le week-end, je cuisine. Je sais, le petit déjeuner de mon mari, c'est à ma charge. Quelle que soit la situation, il faut que je me relève, je me réveille et prépare ce petit déjeuner avant de sortir. À la future génération de femmes, elle demande plus d'ardeur, de travail et surtout plus de volonté pour réaliser leurs rêves. Il faut qu'elles aient en tête que toute responsabilité doit se mériter. Et mériter un poste de responsabilité suppose qu'elles se donnent, qu'elles s'investissent dans ce domaine-là. Les femmes ne doivent pas se considérer ou accepter en fait rester aux échelons inférieurs de cette société-là. Ces 2 femmes nous prouvent à suffisance que quand on veut, on peut. Ne dit-on pas aussi que quand femme veut, Dieu veut?
Nyanya Aliou Traoré, nous étions avec des cadres de banque. Restons avec les cadres de banque pour dire que les ressources de la Banque malienne de solidarité augmentent de 25%. Elles passent de 192 milliards de francs CFA en 2013 à 240 milliards de francs CFA en 2014. C'est ce qui ressort de la 42e session ordinaire du Conseil d'administration de la Banque malienne de solidarité. En 2015, l'institution financière poursuivra la création de nouvelles agences. Il est également prévu l'augmentation du capital social de la banque, nous dit Bourama Traoré, qui a suivi ce conseil d'administration. Le sourire des administrateurs de la Banque malienne de solidarité est large. La raison est toute simple. Tous les voyants de la BMS sont au vert. Illustration, le total du bilan de la banque s'est établi à 269 milliards de francs CFA en 2014 contre 216 milliards en 2013. La BMS a réalisé d'autres performances. Les ressources de la banque sont passées de 192 milliards au 31 décembre 2013 à 240 milliards au 31 décembre 2014, soit une augmentation de 48 milliards ou 25%. Au plan de l'exploitation, le produit net bancaire a connu une hausse de 3 milliards ou 30% en passant de 11 milliards en 2013 à 14 milliards 400 millions en 2014. En 2015, la Banque malienne de solidarité va poursuivre la création de nouvelles agences. Et notre défi à relever, la restructuration de l'actionnariat et l'augmentation du capital social de la banque. L'ouverture de la succursale d'Abidjan, suite à l'obtention récente de l'agrément, la signature très prochaine des conventions d'accord de refinancement avec la Banque Ouest Africaine de Développement et l'Afrexim Bank, pour respectivement 7 milliards et 10 milliards pour renforcer les ressources stables de notre banque. La Banque malienne de solidarité existe depuis 2002. 13 ans après sa création, elle a su se faire une place dans le paysage bancaire national. La BMS occupe le 6e rang sur les 16 banques et établissements financiers du pays. Même pendant la terrible période de crise que le Mali a traversée, la Banque malienne de solidarité était parvenue à l'époque aussi à générer un résultat net grâce au remarquable travail de ses équipes. Pour consolider la bonne santé financière de la Banque malienne de solidarité, un seul fil conducteur, action collective pour un succès collectif. 17e session du conseil d'administration du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'objectif est de relancer les activités et d'offrir des moyens au Palais de la Culture de Bamako afin de poursuivre ses missions d'antan. Beidi Kone, compte rendu. Le renouveau de la culture malienne est en marche. L'État définit les orientations et le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ s'y attelle. À la lumière des activités réalisées en 2014, la structure tient la 17e session de son conseil d'administration pour jeter un regard rétrospectif sur son parcours afin de projeter pour 2015. En dépit des vicissitudes qui ont jalonné l'exercice 2014, le Palais de la Culture s'est investi à travers ses différentes missions, à savoir stimuler la recherche et la création artistique, organiser des rencontres artistiques et culturelles, assurer la formation des artistes et des techniciens du spectacle. Si l'exercice en cours présage de bonnes perspectives que le précédent, il nous appartient de préparer les prochaines échéances avec la plus grande rigueur possible. Dans cette optique, le budget prévisionnel 2015 du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ est arrêté en recettes et dépenses à 805 352 000 francs CFA, soit un taux de progression de 19,83%. Pour une meilleure relance des activités culturelles tant souhaitées par les autorités maliennes, le Palais de la Culture se réorganise. Pour l'atteinte des objectifs, le budget pour 2015 est fixé à plus de 805 millions de nos francs. Nous avons toujours dit que le Palais de la Culture ne saurait se trouver au niveau de l'attente qui lui est en tout cas assignée, que si le palais même représentait quelque chose de beau, de splendide et d'accueillant. Et nous ambitionnons d'ici la fin de l'année de faire de la salle de spectacle une salle à la hauteur des attentes des artistes
et des promoteurs. Nous aurons à développer, à élargir les espaces d'animation. Cette 17e session du conseil d'administration du Palais de la Culture, Amadou Hampâté-Bâ, a pris fin par la visite de ses locaux en rénovation. Tenue de la 7e et dernière session du comité de pilotage du projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille Sud, le point d'exécution des recommandations de la 6e session et la présentation du rapport d'activité annuel 2014 et le programme d'exécution technique et financier 2015 sont à l'ordre du jour de cette session de ce projet de plus de 14 milliards de nos francs. Fademba Keita, compte rendu. Au cours de cette session, qui se tient à moins de 10 mois de la date de clôture du projet, les acteurs et professionnels des productions animales s'investissent pour améliorer le revenu des agro-éleveurs dans la zone sud de la première région, à savoir ceux des cercles de Bafouabé, Kenyeba Kita et de la partie sud du cercle de Caille. L'analyse critique et constructive des points inscrits à l'ordre du jour doit leur permettre de mieux orienter les actions du PADEPACAS afin d'atteindre 100% des taux d'exécution financière d'ici le 31 décembre 2015. C'est un comité essentiel qui va nous permettre de mettre en œuvre le restant des résultats majeurs du projet d'ici décembre 2015. En 2014, le projet a pratiquement bouclé les 96 noyaux des obus morts qu'il devrait introduire au niveau de la zone du projet. Après 6 ans de mise en œuvre, le PADEPACAS a pu générer plus de 600 emplois permanents et non permanents dans les zones bénéficiaires. La prorogation du projet témoigne de la volonté du partenaire financier qui est la Banque africaine de développement d'aider notre pays à lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural. Les travaux de construction des bureaux des services techniques déconcentrés de l'élevage et les infrastructures collectives d'élevage, entre parcs de vaccination, aires d'abattage, marchés à bétail, magasins de stockage, ont fait l'objet de réceptions provisoires en mars 2014 à Caille et à Kenyeba. Le projet qui s'attelle à améliorer le cadre de vie des agro-éleveurs s'articule autour de 3 composantes. Amélioration des systèmes de production animale, infrastructures de production et commercialisation et la composante gestion du projet. 660 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2015 du Centre de recherche et de formation en industrie textile Serfitex de Ségou qui a tenu sa 11e session du conseil d'administration. Fousseni Samake depuis Ségou. Au cours de cette 11e session du Serfitex, les membres du conseil d'administration ont examiné le rapport d'activité 2014, l'état d'exécution du budget 2014, le projet d'activité et le budget prévisionnel 2015 qui s'élève à 660 millions de francs CFA. Ces budgets devaient permettre d'établir la synergie entre l'agriculture et l'industrie, 2 secteurs en pleine évolution dans notre pays. Au plan de formation, le centre a mis sur le marché de l'emploi 41 diplômés dans les secteurs de l'industrie textile et annexes. Dans le cadre de la formation qualifiante, le centre a formé 66 apprenants. Pour la rentrée universitaire 2014-2015, le centre compte 324 élèves et étudiants. Ce centre de référence régional accompagnera sans doute les unités industrielles textiles pour la transformation d'au moins 25% du coton produit dans la zone UEMOA. L'adoption d'un environnement favorable aux investissements pour la transformation locale du coton devient un objectif prioritaire quand on sait que le volume de notre coton fibre transformé localement est aujourd'hui inférieur à 2% de la production nationale. C'est conscient de cette situation et des potentialités de cette filière pour la croissance de notre économie que le ministère du Commerce et de l'Industrie, dans sa nouvelle vision du changement du développement industriel, a proposé l'approche chaîne de valeur afin de mieux identifier et récupérer toutes les opportunités de croissance. Le Serfitex, dont la vocation est d'assurer la formation initiale dans les domaines du textile, forme des étudiants en licence et master de technologie textile, en génie électrique et informatique industrielle. Il forme également des techniciens en textile et des jeunes en formation qualifiante. En 5e région, le budget 2015 de l'hôpital Sominé de l'eau de Mopti a été adopté à 1,636 milliard de francs CFA avec des perspectives d'agrandissement de la structure dans le sens des références évacuation. Cette ambition a été portée par les administrateurs lors de la 13e session du conseil d'administration de l'établissement. Yacouba Meiga, compte rendu.
Pour cette 13e session du conseil d'administration de l'hôpital Somini Dolo de Mopti, les administrateurs ont planché essentiellement sur le procès verbal de la 12e session et l'état de mise en œuvre des recommandations avant d'adopter le rapport d'activité médico-technique et financier de l'année 2014. Les résultats obtenus cette année par l'hôpital sont très éloquents. Consultation 134%, laboratoire 144%. Scanner 356. Si les objectifs de 2014 ont été atteints à hauteur de souhait, les perspectives d'agrandissement de l'établissement sont orientées en 2015 vers les références évacuation avec un budget d'1,636 milliard de francs CFA. Nous envisageons quand même, au cours de l'année 2015, de créer un centre de prise en charge de la drépanocytose. Ça va nous permettre d'avoir un service de néphrologie avec en son sein une unité de prise en charge des malades insuffisants chroniques qui ont besoin de dialyse. Il va également avoir la construction d'une banque de sang et tout ceci en vue de porter l'hôpital à un autre statut, un état de 3e référence. Les administrateurs ont pu apprécier aussi le rôle de référence que l'hôpital Somini Dolo est en train de jouer pour les autres structures sanitaires des régions du Nord, cela grâce à sa position centrale dans le pays et la modernité de ses infrastructures et ses équipements. 22e anniversaire de la voix du Saint-Coran et du Hadith ou radio islamique, occasion pour le bureau exécutif de l'association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam AMUPI, le club des amis de la radio islamique, les associations et organisations islamiques, les leaders religieux de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de la radio et décliner ses perspectives à long terme. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Compte rendu Fademba Keita. Radio à vocation religieuse, la voix du Coran et du Hadith ou radio islamique émet en modulation de fréquence dans la bande de 107.4 MHz. Créée le 5 mars 1993, elle fête cette année ses 22 ans d'existence et surtout de consolidation et de promotion de la foi et de la culture islamique à travers la lecture du Coran et les prêches. Les piliers de cette station, qui sont l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam AMIPI, le club des amis de la radio islamique et le personnel placent cet anniversaire sous les signes de la paix, de la réconciliation et retrouvée entre tous les fils du pays. Les ambitions que nous nourrissions pour notre radio, pour votre radio, la voix du Coran et du Hadith, ne peuvent être atteintes sans le concours bienveillant de tous les auditeurs, les généreux bienfaiteurs et les techniciens qui doivent redoubler d'efforts, d'énergie et de sacrifices en lui donnant les moyens de ses ambitions. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il nous assiste dans l'accomplissement de notre noble et exaltante mission de piété et de meilleure diffusion des paroles sacrées du Saint-Coran et du Hadith. Et au nom du Bureau exécutif national de l'AMIPI, je tiens à saluer et féliciter les négociateurs de l'accord d'Alger pour la sagesse, la sérénité et la clairvoyance qui ont caractérisé leur démarche pendant leur séjour à Alger. Qu'Allah le Tout-Puissant inspire tous les acteurs de la paix pour un aboutissement heureux et satisfaisant de la négociation. Ça a été la première radio confessionnelle musulmane, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu faire de cette radio un instrument de réconciliation, un instrument d'éveil de conscience pour faire des bons religieux, des bons citoyens. Parce que c'est cela en réalité le travail de la radio. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication félicite la radio islamique pour le respect des règles déontologiques d'émission et la communauté musulmane pour son engagement patriotique. Il les invite à implorer Dieu pour une sortie définitive de crise. Le sens de la responsabilité de l'AMIPI et des animateurs de la radio ont fait qu'aujourd'hui on a même oublié. On pense que c'est une radio comme les autres. Elle n'est pas une radio comme les autres. Cette radio a parmi ses missions
3 axes qu'il me paraît essentiel de rappeler aujourd'hui. L'une des missions de cette radio est de débarrasser l'islam de toute influence nuisible. Une autre mission de cette radio est de créer les conditions et le climat de cohabitation harmonieuse et pacifique entre les différentes tendances et sensibilités religieuses de la communauté musulmane du Mali. Et enfin, l'une de ces missions est de cultiver l'esprit de tolérance, de pardon et de contribuer à l'instauration de la paix sociale et à l'encouragement du dialogue interreligieux entre les différentes confessions du Mali. En attendant l'ambitieux projet de télé islamique, les responsables de la radio mettront le 22e anniversaire à profit pour échanger sur les difficultés matérielles, la grille d'émission et les conditions de travail des agents. C'est pour permettre à la voix du Coran et du Hadith de jouer pleinement son rôle. Contiguë à la grande mosquée de Bamako, la radio islamique a été financée à hauteur de 50 millions de francs CFA par son président d'honneur, El Hadj Abdraman Chérif Aïdra, opérateur économique en son temps. À suivre après ce journal l'intégralité des 2 discours prononcés lors de la cérémonie d'anniversaire de la radio islamique. Discours du président de l'AMUPU et celui du ministre Shogel Kokala Meiga. Après plusieurs mois d'interruption, la formation alternative de l'École supérieure de journalisme de Lille en France reprend. 14 journalistes venant de Bamako et des régions prennent part à ces sessions de formation. Ce projet est une initiative de la Maison de la Presse en partenariat avec l'URTEL, la CEP, l'ambassade de France au Mali et le FAFPA. La relance des activités a donné lieu à une cérémonie qui s'est déroulée à la Maison de la Presse. Mohamed Ould Mamouni. Ils sont de retour. 15 mois d'interruption, c'était long. Depuis lundi, les stagiaires et les formateurs de l'École supérieure de journalisme de Lille sont au travail. Nous sommes contents, nous sommes motivés. Vous avez vu, à la reprise, tout le monde était là. On est content de reprendre. Aujourd'hui, ça redémarre et donc c'est une très très grande satisfaction parce que les partenaires sont toujours présents, mais aussi parce que les stagiaires qui étaient mobilisés et qui finalement ont été dans une espèce de vide pendant 15 mois étaient là lundi matin, toujours aussi motivés, avec cette envie d'apprendre. On pense qu'au-delà de la technique, il est important aussi d'avoir un changement d'attitude, d'avoir une professionnalisation en fait des journalistes et que l'implication qu'on peut voir des stagiaires est plus que satisfaisante. La reprise a fait l'objet d'une cérémonie au cours de laquelle les partenaires ont souligné toute l'importance de ce projet. Le ministère en charge de la communication se réjouit particulièrement de la tenue de la présente cérémonie et tous les efforts qui ont concouru à la relance de cette importante formation. Dans un monde de compétition, vous le savez, les ressources humaines bien formées sont le gage d'une performance assurée. Une des caractéristiques de cette formation, c'est justement l'apprentissage. Et puis vous avez avec TV5 ce que la France fait mieux à l'étranger ou pour le rapport à l'étranger. On est fiers de porter cette formation-là. Et puis fiers du résultat, parce qu'en fait, ma question, c'était aussi un petit test pour savoir si la formation était satisfaisante ou pas. Donc je suis content du oui général. Une bonne nouvelle ne vient jamais seule. L'Institut français de Bamako a saisi cette occasion pour annoncer le lancement d'une autre formation à l'intention de 80 journalistes maliens. Une formation, cette fois-ci, sur la langue française. Et les sessions commencent vendredi. La qualité de la presse. Une vingtaine de maires maliens viennent de séjourner à Bordeaux en France sur invitation de la mairie de Bordeaux pour un séminaire dit de co-construction pour l'élaboration d'un programme d'action en appui au processus de relance durable au Mali. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre Bordeaux et Bamako. La délégation malienne était conduite par le maire du district Adama Sangaré et à suivre après ce journal, un magazine réalisé par Ibrahima Djombele. Deuxième anniversaire de la disparition du président Hugo Chavez, ancien dirigeant de la République bolivarienne du Venezuela. Pour commémorer l'événement, une cérémonie d'hommage a été organisée dans l'enceinte de la mission diplomatique du Venezuela, ici à Bamako. Compte rendu signé Lamine Keita. 5 mars 2013, 5 mars 2015,
Cela fait 2 ans que le leader charismatique vénézuélien, le commandant Chavez, disparaissait. L'homme a marqué son temps de par sa prise de position en faveur de la justice sociale. Concepteur et artisan principal de la révolution bolivarienne, ses actions ont été saluées par les différents intervenants à la cérémonie d'hommage. Ce leader-là avait une véritable adhésion populaire derrière sa gouvernance. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Je pense que ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir du personnage. Le second élément, c'est un véritable sentiment envers toutes les causes de personnes démunies et de nations démunies de par la planète. Hugo Chavez, le défenseur des exclus, des humiliés, a marqué son temps. Son exemple mérite d'être suivi par tout dirigeant soucieux du devenir de son peuple, a souligné le président du groupe parlementaire d'amitié avec le Venezuela. La perte du commandant Hugo Chavez est celle d'un homme qui n'était pas seulement un Vénézuélien ou un latino-américain, mais un latino-africain, un homme universel, dont l'engagement politique et social a été profondément marqué par l'altruisme, une qualité que seuls les révolutionnaires possèdent, eux qui se battent tous les jours, pour rendre le monde plus humain, plus juste, plus solidaire. Ce 2e anniversaire de la disparition du commandant a été marqué par l'inauguration de la salle Hugo Chavez par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé. Direction Ouagadougou et de 4 pour le Maroc. Après 1973, 2001 et 2011, le réalisateur marocain Aouch Hicham remporte l'étalon d'or du Yenenga de la 24e édition du FESPACO avec son film Fièvre. Le film retrace l'histoire d'un adolescent du nom de Benjamin qui décide d'aller vivre chez son père qu'il avait perdu de vue depuis des années. Et cet adolescent bouleverse et ternit l'histoire de sa famille paternelle à cause de son comportement ignoble. L'étalon d'argent est revenu au film Fadma Soumer de l'Algérien Belkacem. Le Burkina Faso s'est adjugé l'étalon de bronze grâce au film de Sékou Traoré. Les Maliens n'ont pas attendu la fin de la cérémonie pour embarquer dans leur car où nous les avons interrogés. Je voudrais parler de Sori Ibrahima Keïta qui les a interrogés. Ayouz du Maroc. Hicham Ayouz of Morocco. Yes, of Morocco. Étalon d'or. Je suis déçu. Parce que quelle que soit la chose, dire que notre film n'a mis aucun prix, ça je ne suis pas d'accord. Quant à moi j'ai dit que les femmes aussi, il faut aussi travailler pour ceux qui réalisent des films. Parce qu'on a vu que vraiment, il y a eu des femmes qui ont eu des prix. Mais nos femmes, il n'y a pas des actrices ici parmi nous, ne travaillent pas. Dans la vie, c'est ça. Ou on réussit, ou on échoue. En 2013, nous avons eu combien de prix? On était tous contents au retour. Et cette année-ci, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Donc on l'accepte. Le Mali, pour sa part, a reçu quand même le 2e prix dans la catégorie documentaire avec l'œuvre de Mamadou Cissé, Devoir de mémoire, doté d'un trophée d'une enveloppe de 2 millions de nos francs. Nos envois spéciaux reviendront plus en détail sur cette cérémonie de clôture du FESPACO dans nos futures éditions. Sport football junior 2015, coup d'envoi demain dimanche au Sénégal de la 19e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. En match inaugural, le Sénégal va jouer contre le Nigeria. Aussitôt après, le Congo rencontrera la Côte d'Ivoire. Les Aiglons du Mali, cités parmi les favoris, et les Aiglons évolueront dans le groupe B avec comme adversaire le Ghana, la Zambie et l'Afrique du Sud. Avant leur départ, le ministre des Sports leur a rendu visite à Kabbalah afin de leur transmettre le message du gouvernement et de tout le peuple malien. Siragatou Sissé. Basé dans le groupe B, le Mali doit se défaire du Ghana, de la Zambie et de l'Afrique du Sud au premier tour. Des matchs aux accents anglophones. Les aiglons du sélectionneur Fanyeri Diarra sont très attendus.
Sur les 21 jeux retenus pour cette campagne, 9 sont des professionnels. Je dirais d'abord que l'état d'esprit est bon. C'est pour nous ce qui est le plus important. La manière dont on voulait se proposer, on ne l'a pas eu, mais c'est pas grave. Nous l'avons fait ici. Et je pense que les jeunes, ils mesurent la portée de la compétition. Il ne faut pas qu'ils se mettent la pression dessus parce que les Aiglonnais quand même nous ont montré la bonne voie et nous souhaiterons suivre la même. En 12 participations à la CAN Junior sur 19 éditions, le Mali a disputé 5 fois les demi-finales, synonyme de Coupe du Monde. L'objectif visé, c'est de prendre la Coupe d'abord. C'est ce qu'on a en tête, quoi. Et puis la Coupe du Monde. Si possible, aller plus loin en Coupe du Monde aussi, quoi. On s'est préparé dans toutes les conditions, mentalement. Bon, tout le groupe est motivé. Il y a la solidarité dans le groupe, quoi. Vu ce que les cadets ont fait, donc vraiment, on tient vraiment à faire plus. Si possible, venir avec la coupe. La condition, vraiment, c'est pas mal. Avec l'enthousiasme, tout va bien. Il y a l'encouragement et puis, bon, l'objectif y est. L'heure est arrivée pour les Aiglons du Mali de briser le signe indien en montant sur le toit de l'Afrique. On ne mettra pas la pression sur vous, pas de pression. Pas de pression, jouez votre football comme vous le savez. Voilà, ne placez pas la barre très haut de telle sorte qu'il y ait une pression sur vous. Toutes les dispositions ont été prises pour que cette équipe fasse une très bonne CAN et les conditions sont réunies. Et la victoire en fait, des cadets a allégé en fait, toutes les charges qui sont bloquées en amont et en aval. Nous avons demandé aux juniors de faire en sorte que l'image de notre pays soit préservée à l'étranger, dans la victoire comme dans la défaite. Le Mali commence le tournoi le 9 mars par la Zambie avant de croiser l'Afrique du Sud le 12 mars et le Ghana le 15 mars. La CAN Junior 2015 est à suivre sur l'ORTM à partir de demain dimanche à 16h30. L'information à retenir, c'est cet attentat perpétré hier soir au niveau du bar-restaurant La Terrasse, situé en commune 2 du district de Bamako. Et avant de boucler définitivement ce journal, nous avons reçu ce communiqué. Pour notre pays, le Mali a été victime hier soir d'un acte de terrorisme au moment où il tend vers une sortie de crise devant ce acte incompréhensible qui a arraché la vie à des compatriotes et à des ressortissants de pays amis et blessé plusieurs autres. La conférence épiscopale appelle l'ensemble des Maliens à l'unité, à la solidarité et à la paix. Elle présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches des défunts et les assure de ses prières. Elle confie le prompt rétablissement des blessés au Seigneur et leur exprime son soutien moral et spirituel. La conférence épiscopale du Mali demande à l'ensemble des croyants de continuer à prier avec ferveur pour le retour de la paix dans nos cœurs et au sein de la société. Elle implore Dieu le Tout-Puissant afin qu'il nous accorde son pardon et sa bénédiction. Et nous revenons sur ces communiqués que nous avons reçus suite à cet attentat d'hier soir. C'est des messages de condamnation, ceux de l'UMRDA, du PDS, du PCR, du Parena, des forces alternatives pour le changement, des phares Ankawili, du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, du Bureau national des jeunes de l'UMRDA, du Myria, du Parti Yelema, de l'ADEMA PSJ, de l'ADP Maliba, de l'URD, de M+, Ramata, les partis unis pour la République, du MPR, de la plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali, l'association Le Mali d'abord, de l'AMDH et de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali. Tous donc condamnent cet attentat qui a fait 5 morts et de nombreux blessés. Actu Hebdo reçoit demain dimanche 2 invités. Lassine Boiré, commissaire au développement institutionnel. Il nous parlera de la signature des accords d'Alger. Idrissa Ba, le coordinateur national Agri-Hub, qui nous parlera de la 2e édition du salon de financement de l'agriculture. Actu Hebdo, c'est demain donc à partir de 12h, 13h sur l'ORTM et c'est une présentation
de Ibrahima Djambele. Et tout de suite après suivra le journal de 13h qui vous sera présenté Kadidiatou Kone, qui vous sera présenté par Kadidiatou Kone. Et je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions de la nuit. Excellente nuit à tous. Au revoir.